de recherche sur les soins et services de première ligne de l'Université Laval. Il me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir Emmanuel Carreau qui va nous parler de la planification et la réalisation de stages interprofessionnels, constats et recommandations issus d'une recension des écrits. Alors, Emmanuel Carreau est vice-doyenne à responsabilité sociale à la Faculté de médecine et chercheur boursière juniorant des fonds de recherche du Québec en santé. Elle est fortement impliquée depuis 10 ans dans le développement de la formation interprofessionnelle ainsi que dans l'implantation et l'évaluation d'initiatives visant le soutien des pratiques de collaboration dans les milieux cliniques. Depuis 2014, Emmanuel Carreau assure aussi la direction scientifique du réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles en santé et services sociaux, un centre d'expertise porté conjointement par les facultés de médecine, de pharmacie, de sciences infirmières et de sciences sociales de l'Université Laval, ainsi que par le CIUS de la capitale nationale. Alors, je vous souhaite bonne conférence. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous à distance ou même de façon asynchrone. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter les résultats d'une recension des écrits justement sur les stages interprofessionnels qu'on a réalisés avec mes co-partenaires, co-auteurs, co-chercheurs, Khadija Perrault, Anne-Marie Pinard, Isabelle Savard et Amélie Richard aussi, qui est doctorante en formation interprofessionnelle. Donc, il faisait partie d'un projet vraiment de réflexion, planification d'un stage interprofessionnel, notamment en douleur chronique. Et pour réfléchir ce projet-là et le planifier, on a aussi réalisé en amont une recension des écrits pour explorer un peu les bonnes pratiques, ce qui se dit sur les stages interprofessionnels, voir les retombées aussi de tout ça. C'est pas nouveau qu'on parle des stages à nature interprofessionnelle, justement de la formation interprofessionnelle. On sait que les périodes de stage, c'est une période charnière, mais quand on regarde quand même ce qu'on sait, les connaissances sont somme toute limitées vraiment sur les bonnes pratiques, sur ce qu'on doit planifier, ce qu'on doit réfléchir en termes de supervision. Allô, bonjour, bienvenue. Aussi sur ce que ça apporte réellement, la valeur ajoutée versus un stage plus traditionnel. Donc, la conférence d'aujourd'hui, c'est de vous partager bien sûr les constats qu'on a fait en faisant la recension de littérature. On a vraiment exploré, oui, pour voir au niveau de l'efficacité, des retombées, des résultats, je dirais, des stages, mais on a vraiment fait aussi une recension davantage narrative pour aller voir le type d'activité dans ces stages-là, les leçons apprises, les recommandations, pour essayer de vraiment faire un état des connaissances. Donc, ça va vraiment me faire plaisir de vous partager les constats liés à cette recension-là. Et à l'intérieur de l'analyse qu'on a fait des différents articles, on a pu identifier aussi différents types d'apprentissage interprofessionnel. On n'est pas dans quelque chose, encore une fois, blanc ou noir ou dichotomique, interprofessionnel ou pas. Il y a tout un continuum d'intensité dans l'expérience et les apprentissages que les étudiants peuvent faire. Donc, qui amène justement une nuance lorsqu'on veut porter un regard critique sur ce qu'on fait déjà ou ce qu'on aimerait faire dans le futur. Et finalement, de dégager l'équipe, on a dégagé un peu des recommandations liées à cette réflexion-là pour vous encourager à augmenter le déploiement des stages interprofessionnels. Alors, l'importance de la formation interprofessionnelle, j'ai pas le choix de faire une petite introduction sur ce sujet parce que justement, on est dans un système qui offre des soins et services en collaboration. C'est pas l'objectif de la conférence d'aujourd'hui, mais il y a toutes des données probantes vraiment qui viennent soutenir l'apport de la collaboration interprofessionnelle en santé et services sociaux. Des retombées multiples tant sur l'usager, le patient, que sur l'équipe, que sur la performance globale des offres de services et du système. Mais ce qui est intéressant à voir ici, là, je vous ai mis le modèle qui est développé, en fait diffusé par l'OMS, justement pour relier l'importance de la collaboration avec la formation interprofessionnelle, c'est-à-dire que si l'on veut avoir des professionnels, des intervenants qui sont aptes et compétents pour travailler dans un mode collaboratif, en collaboration, dans un contexte intégré, à la base, dans leur formation, ils doivent être mis rapidement dans ce contexte d'interprofessionnalisme-là, dans un contexte d'apprentissage et de formation.
tant au niveau de la construction de leur identité professionnelle que dans le développement de leurs compétences, de développer ça en contact les uns avec les autres de manière interactive. On a vraiment vu que c'est donc un modèle qu'on reproduit. Trop souvent, on est dans une logique de formation davantage disciplinaire, davantage en silo. La manière dont nos programmes de formation se sont développés, ben, c'est quelque chose de très séquentiel. Donc, nos étudiants, somme toute, quand on regarde ça, ils sont vraiment formés davantage disciplinairement et ils arrivent donc dans la jungle, dans la réalité, avec une obligation de travailler en collaboration. Ça fait un petit clash, puis aussi, ça amène des enjeux au niveau de la formation des étudiants. Ceci dit, même si on encourage de plus en plus la formation interprofessionnelle dès la formation initiale, dans les cours théoriques, n'empêche que la période qui est, est-ce que j'ose? Oui, j'ose dire la plus porteuse en termes de formation interprofessionnelle, on est dans l'étape charnière des stages cliniques et de l'exposition clinique. Donc, l'exposition précoce à la réalité clinique, justement dans les stages, on est vraiment dans une période charnière où il y a beaucoup de choses qui se jouent. Les études montrent aussi que dans ces périodes-là, ce qu'on appelle le curriculum caché ou hidden curriculum pour ceux qui sont un peu au courant, se joue beaucoup dans les stages cliniques. C'est-à-dire que nos étudiants, quand ils commencent dans la formation, ont plutôt un a priori très positif envers la collaboration. Ils se trouvent aussi de bons collaborateurs. Ils ont un peu une vision un peu en rose, justement, de la collaboration dans le milieu clinique. Et il y a un phénomène qui se passe où on développe les compétences, ils développent leurs compétences dans la formation initiale sur la collaboration et ils arrivent en exposition clinique avec leurs différents stages et il se passe un phénomène qu'on appelle justement qui vient contrecarrer. Donc, le Hidden Curriculum qui a plusieurs facteurs, des modèles de rôle, le choc avec la réalité, le choc avec les conflits interprofessionnels, l'urgence au niveau de la charge clinique qui vient parfois mettre des freins à la collaboration. Donc, ça amène comme un peu un côté négatif à la formation pour le développement des compétences collaboratives. Donc, c'est pour ça qu'on pense que nos stages cliniques deviennent un véhicule très intéressant à aller investir justement dans un côté interprofessionnel. Ceci dit, c'est pas parce que c'est important que c'est nécessairement simple à faire. Alors, je vous mets juste rapidement la définition de la formation interprofessionnelle. C'est important dans le sens où on est vraiment dans une logique où deux apprenants de disciplines différentes, donc minimum 2, apprennent l'un de l'autre, apprend de l'autre et construit vraiment dans un mode interactif son apprentissage. C'est important parce qu'on ne peut pas dire, par exemple, vous mettez dans une salle de classe des étudiants de différentes disciplines qui écoutent une conférence magistrale, chacun pose leurs questions. On n'est pas dans une logique de formation interprofessionnelle parce qu'il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'interaction entre les apprenants. Ils sont quand même dans un mode parallèle d'apprentissage. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une discussion, un choc de paradigme, un développement vraiment au contact des autres. C'est donc au moins 2 disciplines, un apprentissage interactif. Le but aussi de la formation interprofessionnelle va être à la fois d'améliorer la qualité des soins et services et de l'améliorer de la CIP. Donc, il y a vraiment une volonté, même si c'est ciblé sur une étude de cas clinique ou quelque chose de très réel, il y a une volonté dans l'apprentissage amené qui a un aspect collaboratif. Donc, pas juste un aspect de connaissance d'une pathologie, par exemple, mais il y a vraiment une intention d'aller travailler ces interactions interprofessionnelles-là. Je le disais tantôt, les stages cliniques, c'est une période charnière. Ce qu'il faut comprendre avec nos étudiants, et je trouvais que l'image du petit bonhomme avec son sac à dos puis les gouttelettes illustrait bien, c'est quand même une période aussi très stimulante et stressante pour nos apprenants. Ils arrivent avec un désir fort d'appliquer enfin leurs connaissances concrètement. On n'est plus dans la théorie, on n'est plus dans la salle de classe, donc il y a quand même une forme de désir de prouver en fait tout ce qu'ils ont appris pendant ces années de formation initiale. Il y a aussi toujours une question de choc de perception de la réalité, ce qu'on se fait comme image du milieu clinique et ce que c'est en réalité. Il y a aussi, au niveau de la collaboration interprofessionnelle, donc une connaissance qui est somme toute stéréotypée et plutôt théorique des différents rôles professionnels. C'est quand même des contenus qui sont dans les formations initiales, mais qui demeurent très au niveau théorique, donc pas nécessairement dans le vécu.
et une compréhension des systèmes, donc la manière dont les soins et services sont offerts, la manière dont on gère, qui est quand même très théorique encore une fois, et on le sait que les systèmes ont une influence très grande sur la manière qu'une équipe fonctionne. Donc, il faut quand même avoir ça en tête pour les étudiants quand on veut aborder la collaboration interprofessionnelle. Les stages interprofessionnels, c'est important. Ici, on vous a mis une définition qu'on a trouvée dans nos explorations sur vraiment la définition même de ce que devrait être un stage interprofessionnel. On retrouve, vous allez voir, ce qu'on disait tantôt, plus ils doivent apprendre ensemble, donc il y a quand même des opportunités qui sont planifiées, qui sont dédiées vers la collaboration inter, donc des activités qui doivent être réalisées en équipe. Donc vous voyez que il y a ces aspects-là viennent un peu contrecarrer parfois certaines idées qu'on a de dire mon milieu offre des stages interprofessionnels parce qu'on a un mode de prestation des soins et services en collaboration. Et moi, j'accueille des stagiaires de différentes disciplines. Ils peuvent être dans le même local ou pas, ça a peu d'importance, mais on les accueille, puis ils font leur stage. Donc, on donne des stages interprofessionnels. Et c'est une fausse conception parce que s'il n'y a pas d'activité particulière dédiée où les apprenants sont en contact et où ils vivent cette formation interprofessionnelle, on n'est pas dans une logique de stage interprofessionnel. Ça peut être confrontant un peu pour certains, puis on ne dit pas que c'est mauvais, mais il faut justement cette recension-là. On se dit comment on peut, premièrement, départager ce qu'on fait déjà, ce qu'on fait, et justement voir, identifier les petites opportunités pour peut-être amener un niveau supplémentaire sur l'expérience interprofessionnelle offerte aux apprenants. Je reviens donc à la recension. Je m'excuse, je suis pas en train de vérifier si j'ai été texto, mais je vérifie mon heure, donc ça va 15 minutes. Je peux parler longtemps, c'est pour ça que je m'auto-régule. Les objectifs de la recension, c'était donc de dresser un portrait de la situation actuelle, de la manière dont les stages interprofessionnels sont implantés pour dégager des tendances, des meilleures pratiques, mettre en place, développer de telles initiatives. On s'entendra qu'on ne s'attendait pas non plus à avoir des données probantes découlant de vie expérimentaux, essais cliniques randomisés. On sait que dans le domaine de la formation interprofessionnelle collabo, on a davantage des devis mixtes. En tout cas, on voit que les données probantes sont en émergence et c'est le cas ici. Mais ça n'empêche pas que les résultats sont très parlants au niveau de ce que ça peut nous apporter comme réflexion clinique. Donc, on a regardé les contextes de stage, les méthodes, les modes de supervision, mais je vais y revenir dans les résultats. Nos critères dans la recension, donc je vous rappelle, on fait une recension des écrits systématiques, donc à travers plusieurs bases de données, on s'est donné des critères pour aller chercher des études, pour arriver avec un nombre restreint d'études qui étaient pertinentes pour répondre à notre question, pour ensuite les analyser. Les critères d'inclusion-exclusion, donc on voulait vraiment avoir des études qui nous décrivaient minimalement l'intervention, c'est-à-dire le stage. Il y a beaucoup d'études, des fois, qui ne font qu'annoncer, par exemple, un stage, puis qu'il n'y a pas grand-chose qui nous permette de voir quelle était la nature du stage, quels étaient les résultats. Donc, il y avait cette notion de description, puis ça devait correspondre à la définition de base qu'un environnement clinique devait impliquer 2 professionnels, 2 apprenants avec un apprentissage interactif. En français et en anglais, on s'est limité de 2000 à 2016. 2016 parce qu'au fond, quand on a fait la recension, on était à peu près dans ces années-là, si on exclut le temps d'analyse. L'exclusion, on a exclu toutes les expériences de stage qui se passaient dans des cliniques universitaires sur les campus qui étaient comme menées par les étudiants, pas parce que c'est pas intéressant, mais on déviait un peu de ce qu'on voulait vraiment avoir comme dans les milieux cliniques pour offrir des recommandations aux gestionnaires, aux superviseurs et aux professionnels. Et justement, ceux qui ne présentaient pas de données détaillées sur le contenu, on les excluait. Vous pourrez vous référer plus tard, c'est un peu la trajectoire d'inclusion-exclusion des articles. On est quand même arrivé avec une base au départ de près de 5500 environ articles identifiés pour réduire jusqu'à 67. Quand même, 67 est un nombre quand même assez intéressant et important pour ce genre de recension-là détaillée. L'équipe qui a travaillé sur la recension a fait un travail super minutieux aussi de tout lire et analyser ces articles-là. Donc,
j'ai divisé les résultats de la recension en différents aspects. Je vais vous présenter au départ les résultats davantage sur les caractéristiques des stages qui étaient offerts, donc les caractéristiques des interventions documentées. Provenance des études, je vous le mets par curiosité, mais pour vous montrer que c'est quand même assez typique de la provenance des études et des initiatives en formation interprofessionnelle et collabo en général. Donc, beaucoup Canada, États-Unis, quand même, on a les pays scandinaves qui sont quand même assez prolifiques dans ces questions-là. Donc, la provenance des études. Il y a quand même, donc, vous comprendrez, un biais culturel. Vous voyez que c'est très caucasien comme provenance. Donc, il y a quand même un biais culturel dans les résultats. Faut l'avoir en considération. La durée et les conditions de participation des stages. Donc, on voit qu'on a quand même des durées qui s'étendent de quelques jours à jusqu'à 8 semaines et plus. Mais en général, dans ce qui était le plus, je dirais, présent, ben, on a le minimum de environ, c'est ça, le 2 semaines jusqu'à 3 à 7 semaines, puis un petit peu de 8 semaines. Donc, vous voyez que c'est quand même très hétérogène en termes de durée. Ça nous montre quand même que c'est pas impossible de faire des opportunités interprofessionnelles, peu importe la durée. Vous allez voir après, ça peut être juste des activités ponctuelles. Donc, il y a quelque chose d'intéressant de voir qu'au niveau de la durée, ça ne devrait pas nous bloquer sur la possibilité de faire un caractère interprofessionnel ou pas. La majorité des études, malheureusement, nommait pas si ces stages-là étaient de nature obligatoire ou optionnelle. On a quand même un 43% où on présentait des stages, donc on ne sait pas comment ça s'intégrait dans le curriculum de l'étudiant, mais quand même 37%, c'était plus des stages optionnels, donc volontaires, et 20% c'était vraiment inclus dans le cursus obligatoire. C'est assez conforme avec ce qu'on sait de la formation interprofessionnelle en général. C'est beaucoup plus des activités de type volontaire et optionnel. Les milieux de stage, la plus grande proportion, 65% des milieux plus traditionnels, on va le nommer comme ça, donc hôpitaux, centres de réadaptation, cliniques médicales. On a quand même un 35% de milieux autres, donc plus les milieux ruraux, milieux communautaires, des visites à domicile, mais pas à l'intérieur d'une offre de soins officielle. Donc, il y a quelque chose d'intéressant parce que vous allez voir par la suite, il y a quand même une complexité dans la planification du stage interprofessionnel et souvent dans les milieux traditionnels, on a déjà des plages de stage et des offres de stage déjà bien planifiées. C'est plus difficile de rétro-pédaler pour rajouter de l'interprofessionnel dans des stages déjà planifiés que de partir un peu de zéro. Les milieux non traditionnels offraient cette opportunité-là aussi de voir le stage non pas comme quelque chose qui s'ajoute dans un caractère pédagogique pour l'apprenant, mais d'utiliser le stage comme un vecteur de changement. Donc, de répondre, vous allez voir, je vous mets tout de suite la prochaine diapo. Donc, en réponse, pourquoi on a créé une initiative interprofessionnelle de ce type? Répondre à un besoin ou à un manque de service, un trou de service nommé dans la pratique. Par exemple, on allait créer le stage, les stagiaires venaient en fait développer un projet d'innovation, un projet de service learning en réponse à ce manque de pratique. Donc, les étudiants, à la fois d'être en contact avec un rôle clinique, une démarche clinique, arrivaient avec une forme de projet à mener ensemble, ce qui facilite, bien sûr, l'aspect construction interprofessionnelle. Il y avait donc, qu'est-ce qui motive l'importance de la formation inter, l'amélioration de la collaboration dans les milieux où on avait déjà des modèles ou des programmes qui fonctionnaient en collaboration inter, il y avait comme quelque chose de naturel d'accueillir des stagiaires en mode interprofessionnel. Aussi de nécessité de former des gens en équipe pour certaines clientèles spécifiques, par exemple dans un programme particulier de gériatrie où on voulait vraiment que l'approche, par exemple, était une approche intégrée en équipe. Donc, les stagiaires qui étaient accueillis n'étaient pas juste là pour apprendre leur rôle professionnel et la démarche clinique, mais étaient là aussi pour apprendre comment ce programme-là ou cette prise en charge interprofessionnelle fonctionnait. Donc, ça te met déjà dans un mode que l'apprentissage interprofessionnel est comme plus naturel. Changement de pratique souhaité, c'est intéressant parce que pour certains stages, il y avait une espèce de lien avec
une perspective d'amélioration continue de la pratique. Donc, un enjeu identifié dans la pratique. Donc, les stagiaires, en plus de faire le stage, étaient aussi mis à contribution en équipe pour réfléchir à des innovations ou à des améliorations liées à un aspect de la pratique. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça ouvre un peu les possibilités, même dans un milieu traditionnel où notre offre de stage est standardisée. Peut-être que dans vos établissements respectifs, vous avez des nouveaux programmes ou des innovations à implanter. Ça peut être intéressant de réfléchir si vous pouvez ouvrir des places de stage non traditionnelles pour mettre des étudiants à contribution de manière interprofessionnelle et ensuite de voir justement avec les universités, avec les programmes, s'il y a des offres qui matchent avec finalement l'offre ou le projet d'innovation. Dans plusieurs de nos programmes aussi de stage, notamment les stages plus finaux, il y a beaucoup, souvent des obligations pour les étudiants d'arriver avec un projet clinique, un projet à l'intérieur de leur stage, de réaliser. Donc, ça peut être aussi une belle opportunité de réfléchir et d'encourager les étudiants à réfléchir à des projets qui seraient interprofessionnels au lieu d'être individuels. Ça peut être un bel ajout pour juste bonifier ce qui est déjà en place. Ah, mes petites images ne paraissent pas tous, je suis comme déçue. J'avais retravaillé, donc ici, c'est le type de supervision, en fait. Vous voyez juste les petits bonhommes roses, c'est bizarre, il y a comme un biais de genre qui est induit, mais il y avait plusieurs petits bonhommes de différentes couleurs sur la diapo. Peu importe, c'était pour visuellement vous montrer le type de supervision. La supervision en formation interprofessionnelle dans les stages est un aspect très important. Il y a l'aspect du superviseur qui est en mesure et apte à superviser les compétences de type collaboratif. C'est quand même une compétence de superviseur à développer. En tout cas, au Québec, il y a quand même différentes initiatives sur qu'est-ce qu'on regarde, comment on évalue ces compétences collaboratives-là. Si vous avez des questions à ce sujet-là, on pourra y revenir, mais il y a plusieurs outils ou opportunités sur cet aspect. Mais c'est intéressant aussi de voir l'aspect supervision comme une porte pour bonifier justement une expérience interprofessionnelle dans les stages. Dans la recension des écrits, on voit qu'une grande majorité des études étaient dans une supervision dite classique, donc uniprofessionnelle, donc le stagiaire d'une discipline avait un superviseur de sa discipline qui le supervisait dans les activités et apprentissages à caractère interprofessionnel. Mais dans certains, puis en fait c'est même 20 et 20, donc égal, l'autre type de supervision le plus populaire, je dirais, c'est un stagiaire, mais qui est supervisé par une équipe de professionnels. Donc on n'a pas un superviseur dédié d'une discipline, donc une équipe représentant plusieurs disciplines qui supervise. Ah, ils vont pas. Ah, merveilleux. Attendez, je vais aller trop loin. Non, mais c'est-tu pas beau? Ça valait la peine quand même, merci beaucoup. Donc, comme ici, sûrement je vais utiliser mes images maintenant que je les ai. Sur l'équipe de professionnels, vous voyez donc de différentes disciplines, les couleurs représentent différentes disciplines, qui supervisent une équipe de stagiaires, eux aussi de différentes disciplines. Il y a quelque chose de porteur. Bon, ça peut être complexe, tout dépendant de comment votre programme est structuré. Ensuite, différents types de supervision. On avait aussi un professionnel dédié d'une discipline X qui supervisait une équipe de stagiaires, donc de différentes disciplines. Ensuite, on a aussi le modèle 2-3 professionnels qui se partagent, donc 2-3 professionnels, probablement les champions en CIP dans un établissement, qui se partagent la supervision d'une équipe de stagiaires de différentes disciplines. Et on avait quand même un petit pourcentage qui ne spécifiait pas le type de supervision, ce qui est quand même un peu étonnant pour des articles publiés. Mais ceci dit, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'une grande majorité des articles étaient dans un mode uniprofessionnel, soit uniprofessionnel simple ou uniprofessionnel et combiné avec un autre type de supervision. Donc, c'est peut-être un modèle qui peut être très porteur parce qu'on se rappelle de ma petite image du stagiaire avec le bagage. On a fait aussi dans ça, le morceau de la recension, c'est un morceau, mais on a aussi fait des focus group auprès des étudiants, à savoir leur ouverture à ça. Puis un des commentaires des étudiants, c'est qu'il y a quelque chose de quand même un peu stressant d'aller en stage clinique puis de ne pas avoir son modèle de rôle disciplinaire qui le supervise. Il y a quand même, il y a une volonté d'appliquer nos connaissances et il y a quand même un stress de l'étudiant qui est perçu parce qu'il n'est pas nécessairement réel,
mais d'une expérience de stage moins bonne s'il n'a pas accès à son superviseur de sa discipline. Et je pense qu'il y a moyen de respecter et de répondre à ce besoin-là de l'étudiant tout en l'exposant à d'autres types de superviseurs qui vont être en mesure de partager et expliciter leur cadre théorique, leur cadre clinique, leur démarche clinique, parce que c'est vraiment ça, la formation interprofessionnelle, au-delà des compétences de base de communication, de travail d'équipe, c'est que ce qu'on veut, c'est vraiment de développer une réflexion, un partage des paradigmes, des connaissances, donc de voir, la démarche clinique d'un travailleur social, voici ce qu'il regarde, voici ce qu'il regarde, c'est drôle, moi j'aurais plutôt regardé ça en premier, donc c'est ça, ces questionnements-là qui sont très porteurs. Donc, la supervision l'apport d'un superviseur d'une autre discipline est très, très porteur au niveau, justement, de l'explicitation de ce qu'il y a à l'intérieur de la tête du professionnel. Les activités, ben là, écoute, on en avait pour des lectures de chevet, c'était extrêmement hétérogène, c'était même impossible aussi, c'est ça qui est difficile au niveau de la recension, on ne peut pas nécessairement faire un lien entre ce qui est porteur, ce qui n'est pas porteur en termes de résultats, parce que les interventions étaient tellement hétérogènes. Le positif là-dedans, je crois, c'est que ça montre toute la flexibilité qu'on peut se permettre dans la réflexion d'un stage interprofessionnel. On vous en a mis quelques exemples ici des activités. Une supervision directe des compétences collaboratives, qu'elles soient unidisciplinaires ou d'un autre, c'est une chance. La présentation d'une présentation des stagiaires à l'équipe clinique, avec un feedback, par exemple. Des debriefings en équipe, discussions réflexives avec un facilitateur, des projets de service learning, de l'observation avec des grilles d'observation qui vont vraiment identifier des aspects de la collaboration. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Ce qui est intéressant, c'est de voir, justement, il y a peut-être moyen de bonifier des stages existants de façon pas trop compliquée parfois. Quand on regarde une observation de travail d'équipe, la plupart des stages ont ça, en tout cas ici dans nos milieux. L'étudiant va être amené à avoir une rencontre d'équipe ou à avoir nécessairement une intervention, mais peut-être de juste rajouter quelque chose de formel dans l'observation avec une grille ou des points qui viennent structurer les enjeux de collabo ou ce à quoi l'étudiant pourrait réfléchir puis ensuite en discuter. Ça peut rajouter juste la petite couche supplémentaire à son apprentissage puis à sa compréhension de ce qui est en train de se passer. C'est pas nécessairement compliqué à faire. Maintenant, au niveau des retombées, parce que c'est bien beau la manière dont c'est fait, mais est-ce que ça donne de quoi? Parce que ça nous prend quand même de l'énergie à créer tout ça. La bonne nouvelle, ben, c'est sûr, j'annonce quand même mon bien. Là, vous avez vu mon pedigree, je suis quand même biaisée sur la formation interprofessionnelle, mais j'étais quand même ouverte à voir est-ce que vraiment ça vaut la peine d'aller investir autant que ça cette période-là. Et ce que la littérature nous dit, en fait, c'est que oui, ça vaut la peine. Je vais revenir un peu plus avec les résultats. Donc, sur les 67 études, je vous ai mis juste une petite diapo qui vous présente là, des aspects de devis. Donc, quand même, on avait quand même une belle fourchette d'articles du descriptif, du non-expérimental, de l'expérimental, puis quand même une grande partie là, de pré-expérimental, c'est-à-dire avec vraiment des mesures pré, post du stage, mais qui n'avaient pas nécessairement de randomisation puis de groupe contrôle, qui peut être un peu parfois difficile à mettre en application. Mais quand même un bel éventail avec quand même 4 études de type expérimental de quand même assez bonne qualité. Les répondants, la moitié, en fait, des articles, c'était davantage la source de données des étudiants, mais quand même une autre partie, c'était des étudiants puis d'autres acteurs, soit les superviseurs, soit l'équipe clinique, soit les gestionnaires, les profs impliqués, etc. Méthode de collecte de données très variée, là, questionnaire, entrevue, groupe de discussion, observation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait un beau mix de sources de données mixtes, donc pas juste des résultats quantitatifs avec toutes les limites qu'on connaît aux instruments quantitatifs dans le domaine de la collabo, mais on avait beaucoup d'input au niveau qualitatif qui nous permettait d'avoir des beaux résultats, puis aussi d'apporter des idées puis des recommandations. On a décidé de classifier les résultats, je dirais, les apports positifs selon une classification qui est la JET Classification of IP Outcome, qui vient un peu catégoriser le niveau de retombée d'une initiative interprofessionnelle.
Parfois, on annonce en grande pompe des résultats extrêmement positifs d'une intervention FIP, puis c'est super, puis c'est beau. Mais quand on regarde ce qui est mesuré, on va mesurer très souvent, malheureusement, juste au niveau de l'attitude ou de la satisfaction, par exemple, de l'étudiant, de l'expérience. C'est pas inintéressant, mais dans une perspective organisationnelle, on veut aussi qu'il y ait des retombées un peu plus profondes ou sur la qualité des soins, etc. Donc, c'est ici la classification ça nous permettait d'aller classifier les résultats positifs selon les niveaux. Bien sûr, c'est logique avec ce qu'on retrouve dans l'état de la littérature en collaboration. On a surtout des résultats et des mesures au niveau de la réaction des apprenants ou de la réaction des superviseurs sur ce qu'ils ont vécu dans le stage. La perception et les attitudes, ça, c'est envers la collabo. Donc, est-ce que ma perception envers la collabo est positive ou négative? Est-ce que mes attitudes personnelles sur la collabo se sont améliorées ou pas? Le niveau 2B, c'est plus mes connaissances puis mes habiletés, donc mes habiletés individuelles de communication ou mes connaissances sur la CIP. Quand on est plus au niveau 3, 4A, 4B, les comportements, là, on va vraiment voir plus le comportement d'équipe. Okay, versus habileté, on est plus au niveau individuel. Le comportement, on va voir est-ce que ces étudiants-là, en contexte d'équipe, ils évoluent mieux. C'est un exemple. Le niveau organisationnel, est-ce que ça a eu un impact sur mes pratiques organisationnelles? Est-ce que il y a eu un impact sur la façon de faire dans mon établissement? Puis, le bénéfice pour les patients. Donc, vous allez voir une grande majorité versus les retombées neutres ou négatives, mais une grande majorité des études rapportaient des retombées positives, quelles qu'elles soient. Vous les avez ici avec les petits plus. 3 petits plus, ça veut dire beaucoup, beaucoup de résultats positifs. 2 plus, ça veut dire correct, beaucoup moyen de résultats. Puis 1 plus, c'est qu'il y avait des résultats positifs, mais quand même pas incroyables. On a essayé de classifier comme ça pour que ça soit plus visuel pour vous. Donc, bien sûr, beaucoup de réactions positives dans les premiers niveaux, mais quand même, ce qui est intéressant, et ça, honnêtement, je dois avouer que je ne me doutais pas, je croyais que dans les niveaux organisationnels, bénéfices et comportements, on aurait vraiment des résultats limités, mais quand même, plusieurs études ont rapporté des résultats positifs à ce niveau-là. Donc, c'est quand même intéressant. Les exemples d'activités, comme je vous l'ai dit, les résultats ne nous permettaient pas de faire un lien clair entre telle activité amène telle retombée ou tel bénéfice, mais on était capable de voir une certaine tendance dans le type d'activité et les niveaux. Donc, des niveaux plus bas, niveau 1, 2A, 2B, on était beaucoup dans les études, des trucs plus théoriques comme des études de cas, des cours en ligne ou des cours plus théoriques ou de la réflexion simple sur nos rôles. Alors que lorsqu'on allait mesurer des résultats plus au niveau des niveaux élevés d'outcome, là, on était vraiment plus dans des trucs plus réels, concrets, complexes, donc des prises en charge complètes par des apprenants en mode interprofessionnel, de la discussion en groupe, mais de la discussion facilitée, structurée, réflexive, donc avec des objectifs précis, avec du debriefing précis sur la collabo, des projets spéciaux, etc. Donc, on peut quand même... Il y a quand même quelque chose de logique dans l'hypothèse que plus l'offre va chercher des habiletés de pensée, des discussions profondes, on va peut-être avoir plus des retombées à des niveaux supérieurs. Quand on fait le même type d'analyse des résultats sur les compétences de l'apprenant, le graphique ici, on a regardé le nombre d'études qui notaient des retombées positives, puis on les a catégorisées selon des compétences. Vous allez reconnaître là-dedans pas mal le cadre de compétences, le référentiel national de compétences du CPIS, mais quand même, on a rajouté des petits qui nous semblaient intéressants. Donc, les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 plus grands domaines de compétences où les retombées positives ont été nommés. On a la communication en bleu pâle, la pratique centrée sur la personne. Moi, honnêtement, ça m'a un peu étonnée. Je ne m'attendais pas à ce que les retombées soient nécessairement sur cet aspect-là. Mais dans les articles, il amenait que les étudiants qui étaient en formation interprofessionnelle s'amenaient à être beaucoup plus centrés sur les besoins de la personne parce que ça ouvrait probablement leur réflexion à dire « Ah, OK, pour quelle raison ce tel besoin, toi, ça t'apparaît prioritaire? Pour quelle raison? » Donc, ça les amenait à vraiment discuter sur la situation du patient et d'être, donc, par conséquent, beaucoup plus centrés sur leurs réels besoins
au lieu d'être davantage centré sur des besoins professionnels et disciplinaires. C'est malheureusement ce qu'on voit un peu chez des apprenants, leur identité, leur confiance professionnelle est un petit peu moins consolidée. Donc, on a parfois un réflexe d'être beaucoup centré sur ma profession, puis mon besoin, alors que là, d'être obligé de confronter ces idées avec d'autres apprenants nous amenait automatiquement à être beaucoup plus centré sur la personne. La clarification des rôles, le travail d'équipe et quand même une certaine partie où on parlait de collaboration, mais on ne spécifiait pas nécessairement le domaine de compétences. Donc, je vous rappelle que c'est toutes des retombées positives. Ensuite, quand même, en mode croissant à partir d'en bas, en vert, donc, sur la prévention et la résolution des conflits, l'autonomie professionnelle, le leadership collaboratif, donc, je vous rappelle, c'est toute la notion de partage du pouvoir, prise de décision, affirmation de l'expertise, reconnaissance de l'expertise de l'autre, et gestion de l'amélioration continue, la capacité de lire son environnement et d'identifier les aspects positifs ou négatifs de la pratique. Ces résultats-là, c'est très cohérent avec l'espèce de hiérarchisation des compétences en CIP, c'est-à-dire qu'au départ, notre premier point d'entrée, ça va être beaucoup la clarification des rôles, la communication, le travail d'équipe, comment tu fais pour parler à l'autre, puis c'est quoi mon rôle, c'est quoi ton rôle. Quand on est dans des compétences, comme vous avez en haut, là, on est dans les compétences un peu plus crunchy qu'on appelle. Hein? Ceux qui sont en FP savent que souvent, c'est là qu'il y a le nœud, le cœur des conflits de pouvoir. C'est beaucoup plus touché tant chez nos apprenants que chez nos professionnels. Donc, il y a quand même quelque chose de cohérent de voir qu'il n'y a pas nécessairement des nombreuses retombées sur ces compétences-là, mais juste que ça soit là, je trouve que c'est assez enthousiasmant. Les retombées négatives et neutres, c'est beau d'être vendu, mais quand même, il y en a certains qui ont identifié des retombées qui étaient négatives ou neutres. Le graphique ici en vert, si je regarde la proportion de tous mes articles, de tous mes résultats, ben, on a quand même la portion en vert, c'est tout ce qui était positif. La portion en rouge, c'était les résultats négatifs et la portion en grise, les résultats neutres. C'est quand même une proportion pas si pire. Si je faisais une étude et qu'il y avait ça comme proportion, je serais très heureuse. Alors, les raisons, en fait, les retombées neutres et négatives, le manque de clarté sur les attentes envers les étudiants, en cohérence beaucoup avec le défi de planification de ces activités-là, et toujours le fait de dire 10 minutes au total ou 10 minutes pour ma présentation? Pour moi, parfait. Donc, les enjeux de planification et défis de planification, toujours bien expliquer aux étudiants le pourquoi on fait. C'est pas parce qu'on les met en groupe, en équipe, qu'on les fait discuter sur un cas, qu'ils vont vraiment saisir le pourquoi puis la valeur ajoutée de le faire. Le manque de disponibilité du superviseur, c'est quand même demandant d'avoir des stagiaires. Imaginez quand on a une équipe de stagiaires, imaginez quand il faut que vous supervisiez des stagiaires de d'autres disciplines. On peut très bien comprendre. Ça va avec justement la surcharge perçue et les contraintes logistiques pour les superviseurs. Au niveau de la surcharge perçue, autant pour les superviseurs que pour l'étudiant. Je vous rappelle avec son bagage, l'étudiant, ce qu'il veut, il va être un bon professionnel. Il veut mettre en application ses connaissances. Il arrive dans un stage, si en plus il y a des activités de type inter qu'il lui a proposées, il faut faire attention de bien le contextualiser et de ne pas voir que ça devient une espèce de surcharge pour se donner une bonne conscience parce qu'on fait de l'inter. Donc, que ça soit vraiment expliqué à l'étudiant et que ça fasse partie du stage. Le manque de préparation et de formation pour les superviseurs. C'était un aspect très, très, très important des aspects négatifs. Vous voyez, c'est quand même complexe. La collabo, c'est complexe. Il y a quelque chose d'un défi d'en plus de le superviser hein, avec votre pyramide, donc de le faire vous-même, en plus de pouvoir le superviser, c'est autre chose. Donc, il faut vraiment donner les outils pour les superviseurs pour bien faciliter et structurer. Il y a différentes instances. On est quand même chanceux, on va être chauvin un peu. Là, on est dans les murs du CIUS. Ici, on a des gens du RCPI. On a beaucoup quand même investi dans votre établissement au CIUS de la capitale nationale avec le réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles. Mes collègues Jean Maziane, Lynn Paris, qui ont fait beaucoup sur la notion de supervision. Dans la formation nationale sur les superviseurs, il y a un module sur la CIP. Il faut continuer à miser sur l'outillage des superviseurs parce que c'est à travers eux que va vraiment se déployer toute la richesse de ces opportunités-là.
et la multiplication des contacts des informations demandées pour les usagers, on est en contexte d'apprentissage. Avec des fois pas toujours une efficience autant qu'un professionnel, pour certains usagers, de voir plusieurs étudiants qui posaient parfois les mêmes questions, il y avait comme quelque chose qu'il faut faire attention et protéger un peu nos patients, nos usagers et bien leur expliquer. Ça rajoute quand même une couche de difficulté quand on est dans un contexte d'apprentissage. Les recommandations. Ben, vous avez sûrement déjà plusieurs idées, en tout cas je l'espère avec les résultats qu'on vous a partagés, mais de prendre le temps de planifier et d'organiser. On ne le dira jamais assez. Vous assurer de l'engagement, la participation de tous les acteurs. Je vous rappelle le risque du curriculum caché. Il ne faut pas non plus que ça devienne tellement quelque chose de négatif que vous n'avez pas d'engagement de vos équipes de professionnels puis que ça fasse le contraire de ce que vous voulez dans la formation interprofessionnelle. Formation des superviseurs, j'en ai parlé. Clarté des objectifs, j'en ai parlé. Et la gradation des activités. C'est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est pas nécessairement obligatoire dans le sens où si vos activités sont bien planifiées, bien animées, bien structurées, bien accompagnées, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une gradation d'exposition. On peut arriver avec une activité qui est quand même complexe et est bien structurée, ça fonctionne. La démarche explicite et réflexive, je vous ai mis là, c'est nos cadres de référence avec lesquels nous, on travaille, mais il faut expliciter notre démarche, expliciter la collabo. Ça va vraiment aider justement à orienter les étudiants sur ce qui est attendu en termes de développement de compétences. Oser se lancer, mais progressivement. Différents types de catégories, je dirais, d'expérience interprofessionnelle. C'est un continuum allant d'une intensité moindre jusqu'à l'intensité peut-être plus élevée. Le 1, je l'ai mis en rouge parce que c'est pas inintéressant un milieu où il y a de l'interprofessionnel et où les stagiaires arrivent là à plusieurs disciplines. C'est pas inintéressant, c'est un bon point de départ, mais selon la définition, on n'est pas encore dans un stage de nature interprofessionnelle. Donc, attention. Puis ensuite, on peut y aller en gradation, donc par les activités, par la nature du stage, par les contacts avec les clients. Cette gradation-là, on peut le voir en différentes échelles, je dirais. Dans ces échelles-là, plus vous allez jouer sur ces paramètres, plus vous allez augmenter l'intensité de l'apprentissage interprofessionnel. Donc, ayez toujours en tête derrière le contexte interprofessionnel, c'est-à-dire deux étudiants de différentes disciplines qui apprennent en interaction. Si vous pouvez avoir des activités qui sont davantage centrées sur l'étudiant, c'est-à-dire que votre objectif est davantage centré sur le développement de sa compétence, par exemple une étude de cas, une vignette, puis là, vous coachez vos étudiants à discuter. On est vraiment dans une logique où on est centré sur l'expérience, le développement de l'étudiant, alors qu'on peut être centré sur l'usager avec justement une cas clinique réelle, des contacts, etc. La même chose, des contacts, des soins et services directs ou pas de contact direct. Dans plusieurs stages interprofessionnels, le volet interprofessionnel, c'était justement des trucs un peu simulés ou des études de cas ou des cours. Mais la démarche clinique avec les contacts patients était faite en disciplinaire. Donc, vous pouvez peut-être jouer sur ce paramètre-là. Les tâches. Au minimum, vous pouvez proposer des tâches ciblées. Par exemple, une rencontre d'équipe, une participation à une rencontre d'équipe avec une observation ou une grille d'observation. C'est ciblé dans le temps sur une activité. L'autre extrême, une démarche clinique complète, faite par des apprenants qui apprennent ensemble. Donc, ou en mitoyen, vous pouvez dire une évaluation. Une évaluation conjointe faite par un physio puis un ergo étudiant. Et ensuite, l'autre paramètre, au niveau de la durée. On voit que plus l'exposition est longue, profonde, réelle, ancrée dans le milieu, plus l'apprentissage va être bien sûr. Premièrement, vous allez avoir plus de temps pour offrir une diversité d'opportunités, mais aussi va être plus ancré et l'étudiant va avoir plus de temps pour aussi s'imprégner des contextes organisationnels, etc. Donc, vous pouvez le voir, pour ne pas voir ça comme quelque chose de nécessairement gros, on peut partir de ce qu'on a déjà, voir où c'est qu'on se situe sur nos échelles, puis essayer peut-être de pousser une ou quelques variables pour essayer de bonifier cette expérience-là interprofessionnelle. Voilà. Ça ferait le tour des résultats. Je voudrais juste remercier Adrien, qui n'est pas là présentement, qui est notre professionnel de recherche, qui a aussi travaillé beaucoup avec Amélie Richard, mon étudiante au docteur, sur l'analyse et la lecture des articles. C'était quand même un travail assez imposant.
Rappeler que cette recension était dans un projet de recherche financé par les fonds Gilles Cormier de la Faculté de médecine de l'Université Laval et bien sûr les fonds de recherche en santé du Québec qui ont permis d'entrer ça dans ma programmation. Et voilà. Alors, il reste quelques minutes, j'imagine, pour les questions. Oh mon Dieu, 10-15 minutes pour les questions. Donc, je commencerai peut-être s'il y a des questions de personnes dans la salle et pour ceux qui sont à distance, ne vous gênez pas pour poser vos questions. On a une superbe coordonnatrice qui va les prendre en note et qui va pouvoir nous les communiquer. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle sur ça ou sur autre chose liée à la CIP. Oui, vas-y, Jean. Donc, effectivement, une très belle présentation, Emmanuel. C'est très, très intéressant. Ça correspond beaucoup à ce qu'on voit en termes de clinique dans les milieux. Super. J'ai beaucoup aimé certains éléments que tu as mentionnés à propos de l'obligation dans les programmes de formation de former en collaboration interprofessionnelle. Puis que c'est également des objectifs qui sont visés, ou du moins des compétences qui sont visées par tous les ordres professionnels, quels qu'ils soient. Et que cette partie-là de stage devient l'endroit principal où l'expérimentation de la collaboration doit se faire. Et dans les écrits, de 40 à 50% du temps de stage, c'est ça le temps de formation des étudiants. Donc, il faut réussir à le concrétiser. La difficulté, c'est l'organisation de ces stages-là. Puis, c'est surtout aussi la capacité des programmes de formation de pouvoir justement faire confiance à des formateurs ou des superviseurs de d'autres disciplines. Puis là-dessus, est-ce que tu as eu des choses que tu as pu remarquer dans la littérature à ce propos-là? Écoute, pour ce qui est de la littérature, peut-être que je te ferai, si tu as quelque chose qu'on a lu sur la confiance, en effet, l'aspect de confiance de supervision au niveau de la légitimité est quand même quelque chose qu'on a. Je pourrais peut-être parler sur l'autre aspect du projet expérientiel avec nos focus group, avec les responsables de stage et tout. Puis Amélie, si tu as lu des trucs de détails dans la littérature qui peut appuyer, je t'inviterai à ajouter. En effet, il y a au niveau des exigences, des stages et de la qualité de la supervision, quand on ne sait pas ce que notre voisin fait, on ne peut pas s'assurer aussi de la qualité. Puis il y a comme quelque chose, en effet, qui c'est au niveau de la supervision des stages qui est compliqué à organiser. Ceci dit, ce qu'on a fait dans la suite du projet de recension, projet qui était mené d'ailleurs par Dr. Pinard, on est allé voir dans chacun de nos programmes à l'Université Laval, c'était quand même une quinzaine de programmes, les critères sur lesquels les superviseurs devaient évaluer les étudiants. Parce qu'en effet, ça fait partie des critères d'agrément d'avoir des occasions de formation interprofessionnelle, mais les exigences ne sont pas jusque dans les stages. Puis quand on regarde les grilles d'évaluation, la CIP est toujours là, mais assez diffuse à l'intérieur des critères. C'est pour moi un problème parce que tant que dans la structure de nos stages, les exigences ne seront pas clairement sur la CIP, ben, on n'a pas de lieu commun nécessairement pour se partager cette supervision-là. Parce qu'on s'entend que la supervision en interdisciplinaire ne se jouera pas sur nécessairement le champ disciplinaire et la démarche disciplinaire, va se jouer beaucoup sur justement ces aspects de collaboration, d'analyse en équipe. Donc, si on n'a pas des critères précis dans nos stages, ben là, c'est comme la poule ou l'œuf. Ça va être difficile d'encourager de la supervision quand on a des critères complètement différents. Donc, je vous encourage, si ça vous intéresse, parce qu'on a fait l'exercice où on a analysé toutes nos grilles de stage. Je remercie d'ailleurs les responsables des stages des facultés qui nous ont aidés là-dedans. On a analysé toutes les grilles de stage, on les a comparées. On a identifié chacun des critères et des indicateurs qui étaient liés à la collabo. Puis, on a développé une grille d'indicateurs puis de critères de compétences collaboratives qui pourraient être en complément ou intégrés à chacun des stages, donc qui est à la fois cohérent avec ce qui est demandé dans le programme, puis avec ce qu'on sait de la collabo. Il y a cet aspect-là qui peut aider. Puis après, ben, c'est la théorie des petits pas. À un moment donné, il faut l'essayer, il faut faire confiance. Puis je pense que dans la littérature, le mode combiné de supervision unidisciplinaire avec un mode d'équipe peut amener graduellement
à développer cette confiance-là qui doit se développer dans les superviseurs. Je ne sais pas si Amélie, s'il y a quelque chose de plus précis dans... La confiance des superviseurs que les uns avec les autres. Ouais, puis aussi entre nous, parce que souvent, les milieux les contextes de pratique que tu as parlé, où que déjà on a plusieurs professions qui sont présentes pour offrir une gamme de services à une même clientèle, c'est un milieu très propice à pouvoir faire des échanges interprofessionnels. Tout à fait. L'enjeu, c'est de réussir à pouvoir mobiliser la durée des stages, les nombres d'étudiants qui sont présents, parce qu'il y a de la variabilité entre les stages, les périodes, des moments, et de réussir à créer une dynamique suffisante entre les étudiants pour pouvoir créer cette confiance-là. Puis en plus, de faire reconnaître par les programmes de formation qu'un médecin, par exemple, peut donner un commentaire à une infirmière, ou comment il peut la donner. La légitimité de la valeur ajoutée. Et là, tout ça aussi, c'est tout un aspect au même titre qu'on n'a pas la capacité de pouvoir juger de la pratique professionnelle de l'autre professionnel, comment on structure, on organise le groupe de formateurs pour qu'ils puissent réussir à pouvoir agir auprès de l'étudiant et donner la rétroaction à l'étudiant. Et tout ça aussi, c'est tout un enjeu. Il y avait très peu de commentaires ou de résultats négatifs en ce sens-là, peut-être de façon étonnante. Puis, il y avait quelques commentaires sur, tu sais, là, peut-être ces collègues-là ne sont pas assez engagés, mais très, très peu. Puis, on peut peut-être relier ça à différents facteurs. D'une part, quand c'était des stages longs, complexes, souvent, on s'intégrait dans une équipe qui est formée, qui a une histoire ensemble, l'équipe qui travaille, par exemple, en douleur chronique, qui travaille en diabète, qui travaille avec des clientèles plus marginalisées, tout ça. Et ça faisait que c'était des équipes solides pour accueillir des étudiants. Ils sont habitués de travailler en collaboration. Ça se faisait. Dans les projets communautaires aussi, il y avait une confiance, il y a déjà ce lien-là qui se créait aussi. Puis, pour les autres contextes, il y avait tout un processus, c'est quelque chose d'assez savoureux de voir ça. On se dit, OK, on veut vraiment le mettre en place, mais on n'est pas prêt. Donc, il y avait des processus qui duraient sur plusieurs années, qui pouvaient commencer par une étude de cas, puis éventuellement, on va à plus complexe. Mais tout le processus lui-même de mise en place du stage, c'était de la collaboration interprofessionnelle avec tous ces enjeux. Mais là, toi, c'est quoi ton rôle, c'est quoi mon rôle? Fait que déjà, dès le départ, dans la mise en place, pour arriver à un stage, finalement, où on avait tellement travaillé ensemble qu'on était prêts à le mettre en place. C'est pour ça, un peu, quand on a regardé les analyses, puis la recension, puis on s'est dit sur qu'est-ce qu'on peut en retirer, c'est de là on est arrivé avec, on a comme un peu deux voies, en fait. Soit pour les nouvelles initiatives, on a plein, probablement, de milieux où on pourrait créer un nouveau stage, puis dans les programmes, on a de plus en plus d'offres de stages non traditionnels qui peuvent justement avoir davantage de flexibilité sur la durée, sur le type de supervision, puis sur le moment où le stagiaire est là. Donc, lorsqu'on a des initiatives, des nouvelles, de le réfléchir directement en interprofessionnel pour éviter les contraintes. Et sinon, quand on est dans des offres déjà structurées, si on est capable de justement aller identifier où est-ce qu'on se situe puis d'aller jouer sur nos différents paramètres, on pense qu'on va venir inférer une espèce de théorie justement des petits pas qui va amener l'équipe à offrir de plus en plus, puis peut-être qui va amener donc à synchroniser davantage les offres, les supervisions, les activités. Y avait-il une question de la distribution? Peut-être juste revenir sur ce qui peut sembler un paradoxe, mais on parle beaucoup des petits pas. En même temps, on a dit, mais n'ayez pas peur, on peut tout de suite commencer avec quelque chose de complexe, mais les deux vont ensemble, dans le sens où on peut rajouter une activité, quelque chose progressivement, mais c'est pas obligé d'être une étude de cas sans voir de patient. Cette activité-là, ça peut être de rencontrer un patient et qu'on met tout de suite les étudiants dans le bain de façon très intensive. Mais c'est juste cette activité-là qu'on va faire. On a vu que parfois, dans certains stages, c'est les étudiants qui étaient volontaires, mais dans d'autres, c'était des patients qui étaient volontaires. C'est une chose qui peut se faire aussi. Fait que oui, petit pas, mais oui, on peut y aller avec une activité vraiment avec le patient, une démarche clinique complète, selon où est-ce qu'on est comme équipe. Oui, je trouve aussi, il
le schéma en dernier où on voit une possibilité de progression, d'activité, je trouve ça intéressant. L'affaire avec, en fait, l'importance pour les superviseurs de bien faire en sorte, ça peut ne pas être compliqué, de faire en sorte que cette activité-là ait un objectif en collaboration, que tu saches, là, puis que c'est qu'est-ce que je vais travailler avec les étudiants, et on va faire un retour. Oui, on a discuté de la situation au niveau professionnel, mais là, maintenant, si on prend un regard, le retour ensemble sur la collaboration interne, bien, OK, là, tu viens d'introduire quelque chose. Ce que je voulais apporter, c'est, tout à l'heure, il y avait l'autonomie professionnelle. En fait, ça me fait penser à toute la question de l'identité, aussi le développement de l'identité professionnelle des étudiants. Et pour l'avoir déjà expérimenté avec des étudiants premier stage, qui n'ont pas fait encore d'évaluation terrain dans leur propre champ, auprès d'un professionnel, c'est sûr que le défi est différent pour s'introduire. La personne elle peut avoir de la misère à décrire son propre rôle et de se définir. Alors, c'est là qu'on va moduler, dans le fond, les activités pour qu'elles puissent être adaptées à cette situation-là, puis que ce ne soit pas une expérience négative. Oui, c'est un très bon commentaire, Lynn, parce qu'il y a aussi, puis on entend souvent dans ces critiques dans le domaine de la formation interprofessionnelle, de dire à quel moment j'introduis des opportunités de formation interprofessionnelle. Puis même quand on regarde dans la communauté scientifique, on a une tendance qui dit, on doit avoir une certaine forme d'identité déjà construite, une certaine force au niveau de notre identité homogène de groupe disciplinaire avant d'introduire la collabo. Puis il y a tout un mouvement aussi qui émerge sur c'est faux de penser qu'on doit retarder l'exposition parce que justement, c'est lors de la construction de l'identité professionnelle qu'on doit faire cette construction-là en comparaison ou en interaction avec les autres. Et que si on attend que l'identité disciplinaire soit consolidée après, ça reste toujours quelque chose un peu de plus et d'accessoire. Donc, dans cette logique-là, j'aime beaucoup ton commentaire, Lynn, parce que c'est pas tant dans la question « introduit-on des activités interprofessionnelles au niveau premier stage », mais plutôt « quelle est la nature de l'activité que je vais proposer qui va être cohérente avec le niveau de développement de l'étudiant ». J'ajouterais à cela que le rôle du superviseur est primordial. Encore une fois, oui. Parce que le niveau d'apprentissage de l'étudiant doit être compensé, si on veut faire une activité complexe, doit être compensé par le rôle du superviseur qui va le soutenir là-dedans ou compléter ce qu'il a besoin pour pouvoir réussir à avoir une expérience positive qui permette à l'étudiant de grandir. Tout à fait, oui. Oui, on peut peut-être prendre une dernière question. J'ai vu qu'il y en avait une là-bas, puis conclure après. Parfait. C'est bon. Un petit commentaire en lien avec ce que vous dites. C'est facilitant quand le superviseur est dans le milieu. Qui peut justement être en lien avec la dynamique d'équipe, parce que le côté interprofessionnel, il se vit au quotidien dans le tâche. Fait que si tu es déconnecté de ça, tu as beaucoup moins de matériel, puis si le moindrement le stagiaire est moins allumé là-dessus, ben, il te ramène moins ça dans les moments où tu es avec lui ou avec elle. Puis la combinaison d'un superviseur avec un professionnel à l'interne, moi j'adore ça parce qu'on sait que les superviseurs ne sont pas toujours là, mais cette combinaison-là est gagnante. C'est là aussi où on peut devenir probablement des modèles de rôle encore mieux. Ah oui, oui. Il y a beaucoup d'opportunités d'apprentissage. Tout à fait, je vais juste réagir parce que c'est très important ce que tu amènes, Caroline, l'aspect de la présence du superviseur, parce que quand on parlait d'étapes charnières, puis un peu du choc de la réalité de la formation initiale que nos étudiants ont par rapport à la collabo, souvent le choc, les enjeux de la collabo ne viennent pas des individus. Nos professionnels, c'est rarement des gens qui veulent travailler dans leur coin et qui n'aiment pas les autres. On s'entend qu'au niveau des attitudes personnelles, on a quand même des professionnels qui reconnaissent l'importance de la collabo. Souvent, les enjeux qui arrivent, qui ont plus une connotation négative, vont beaucoup être liés au contexte organisationnel, aux difficultés, aux rencontres, à la logistique, à l'offre. Puis, donc, des trucs qui sont fortement teintés
de la réalité concrète de ici, maintenant, cette équipe, le contexte, le type de client. Donc, cette nuance-là, c'est important de l'amener aux étudiants pour pas que le clivage se fasse en disant « Bon, ben, ils nous ont appris des belles choses à l'école, mais en réalité, ça marche pas comme ça. » Non, ça marche comme ça, mais on est dans un système d'humains en interaction, donc les enjeux sont très complexes et très groundés dans la réalité quotidienne, et donc d'avoir une personne sur place qui peut exprimer ça d'une manière sentie, vécue, est vraiment aidante, parce que si la supervision se fait juste à l'extérieur, tu viens quand même de continuer à rajouter quelque chose un peu de théorique, stéréotypé sur les processus d'équipe. C'est moi qui fais une petite mini-conclusion. Je vais... Donc, je voudrais remercier beaucoup. C'était très intéressant comme discussion. Il y a plusieurs aussi. Vous pouvez m'écrire si vous avez d'autres questions, notamment ceux à distance, où il va quand même avoir des produits de diffusion de connaissances qui vont être produits suite à cette recension, et aussi du projet plus large de projet pilote de stage interprofessionnel. Donc, pour toute question liée à ça, n'hésitez pas à m'écrire si je peux vous répondre, ça me fait plaisir, ou vous orienter vers nos magnifiques collègues et réseaux, dont plusieurs sont dans la salle présentement, pour vous aider dans vos efforts de collabo. Je laisserai là. Je voudrais remercier notre conférencière, Emmanuelle Caro, pour cette présentation très intéressante et pertinente. Également, j'en profite pour remercier les participants en présentiel et à distance. Puis, également pour vous annoncer la prochaine conférence du CERSCUL qui sera présentée par Annie Leblanc le 10 avril prochain, qui va porter sur l'intégration des données probantes centrées sur le patient, une incursion au cœur de la rencontre clinique.